Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Eh bien, 2025, 31 mars 2025, il paraît que c'était une date historique, le jugement sur Marine Le Pen, mais il y a tellement d'autres dates. Regardez ce qui se passe, le bouleversement absolu depuis quelque temps. Regardez ce qui se passe au niveau des audits sur les dépenses publiques du côté d'Elon Musk et de Trump. On révèle que des milliers de milliards de dollars, des trillions de dollars ont été évaporés dans ces USA évaporés, et c'est la première fois depuis 50 ans que le Pentagone, que les grosses institutions dites de l'État profond sont absolument scrutinisées au laser par une bande de jeunes surdoués qui font les audits comme aucune Cour des comptes n'a jamais fait. Alors en France, qu'est-ce qui se passe? On sait, en France, il y a effectivement l'inéligibilité des uns, les mises en examen des autres, les non-lieux aussi des troisièmes. Et on va parler avec quelqu'un qu'on est toujours ravi de recevoir, Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes fondateur de la revue Front Populaire qui marche très fort, et puis votre dernier livre, je dirais, allez, c'est votre 102e, 103e, 104e. Non, on est des côtés de 150, je crois. Mais 150. Oui. Ouais, fabuleux. Alors, l'autre collaboration aux éditions Plomb, on va évidemment en parler, mais ce que je voudrais savoir, c'est, vous suivez évidemment, comme moi et d'ailleurs, votre journal, La Nef des Fous, quand vous parlez c'est bien La Nef des Fous, oui, c'est ça, qui est absolument, que je vous conseille aussi de lire et de relire. Cette espèce d'extraordinaire accélération de la tectonique des plaques en Russie, en Amérique, dans ce qu'on appelle le Sud global, et évidemment en Europe, avec les élections. Et je voudrais commencer par cela. Vous avez vu ce qui s'est passé en Roumanie, on a annulé les élections. Vous avez vu ce qui s'est passé en Slovaquie. Aujourd'hui en Irlande, Conor McConnor, qui le sportif qui veut se présenter, on lui dit c'est pas sûr qu'il se présente. Marine Le Pen, encore une fois, sans faire du jugement moral, et il se passe quand même des choses assez bizarres. Et comment vous sentez cela? Écoutez, moi, la semaine dernière, je l'ai dit sur ma web TV, je lui ai dit, mais il y aura évidemment cette inéligibilité de Marine Le Pen, ils ne se priveront pas de cette carte. On m'a dit, mais t'es un peu audacieux, si c'est pas le cas, de quoi auras-tu l'air? J'ai dit, mais je prends le pari. Et effectivement, ça a eu lieu. Pour quelle raison? Parce que c'est comme ça depuis 1992. Je dirais. C'est-à-dire depuis Maastricht, où on nous a fait savoir, on vendait une idée avec Maastricht. C'était l'idée d'une Europe fantastique, merveilleuse, formidable, cosmopolite, qui aurait supprimé la misère, le chômage, la pauvreté, les guerres, l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie. Et puis de l'autre côté, si on était contre, ça voulait dire qu'on voulait l'antisémitisme, le racisme, etc., etc. Donc il y a eu une propagande terrible. Une propagande terrible. Et les gens quand même votaient pour Maastricht, mais très peu, finalement très peu de points. Souvenez-vous, à 20h, on n'a pas eu les résultats, il y avait Simone Veil sur le plateau, Mitterrand est intervenu 20 minutes plus tard en disant c'est très court, mais c'est tout de même le cas. Bon, c'est lui qui avait fait l'addition, donc on peut imaginer que il l'avait faite, avec son ministre de l'Intérieur. Mais après, ça a été beaucoup plus clair. C'est-à-dire en 2005, quand les Français disent nous ne voulons pas du traité... le référendum. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en 2008? Clairement, la feuille de route des Maastrichtiens, ce que j'appelle les Maastrichtiens. C'est-à-dire, on a dit, ah mais vous avez mal voté. Il ne fallait pas voter non à ce traité. Nous, on va voter oui, on va solliciter qui? Les députés, les sénateurs, c'est-à-dire le Congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat, etc. Ça a mais commencé. Surtout pas vous, quoi. Surtout mais pas vous avez mal voté. C'est-à-dire qu'il y a eu à Caen, à une époque, un vote qui a été effectué pour savoir si les Canets voulaient un tramway ou pas. Les gens ont dit on n'en veut pas. Le maire a dit vous l'aurez quand même. Eh bien, ce déni de démocratie, il est manifeste en 2008. Je rappelle, avec Hollande, avec Sarkozy, tout de même. Faut pas oublier. C'est-à-dire les gens qui ont l'impression que ces deux-là sont totalement opposés. Il y avait une couverture de Paris Match qui les montrait tous les deux copains comme cochons. Voilà, dos à dos, mais rigolant et hilar. Et j'ai dit, mais faites attention, c'est un même monde, le passage, et vous dites que ça amène à l'éligibilité de Marine Le Pen. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que Marine Le Pen, elle sert c'est l'assurance vie des Maastrichtiens. C'est grâce à Jean-Marie Le Pen et à Marine Le Pen, ça fait des années que les Maastrichtiens sont au pouvoir. Une fois un de droite, une fois un de gauche. Enfin, est-ce que vraiment Xavier Bertrand est un homme de droite quand il appelle à voter pour la France insoumise? Est-ce que Alain Juppé est un homme de gauche, de droite, je veux dire, quand il vote comme Laurent Fabius, qui serait prétendument de gauche?
c'est le même petit monde. Et puis là, d'un seul coup, ils se disent, mince, on a utilisé cet épouvantail, il se fait que l'épouvantail est devenu vivant et elle est aux portes de l'Élysée. Donc maintenant, il faut la tuer. On s'en est servi. Oui, on est allé trop loin. Avant, c'était bien, elle se maintenait. Absolument. C'est un peu l'équivalent de Carpentras. Souvenez-vous, on avait, Mitterrand a dit, faisons monter Jean-Marie Le Pen, nous ne serons pas forts de notre propre force, mais de la faiblesse de la droite. Et donc, il a été élu 2 fois. C'est quand même 2 fois 7 ans. Et puis à un moment donné, il se dit, mince, il monte un peu trop ce Le Pen, comment pourrait-on faire? Et là, il y a une instrumentalisation de Carpentras, où quelques néo-nazis très anti-Le Pen ont fait ce que l'on sait, c'est-à-dire déterrer des morts dans un cimetière juif. Le viol de sépulture dans un cimetière juif de Carpentras, oui. Et quand on a su qui avait fait quoi, on a découvert que le Front National n'était pas dans le Rassemblement National, dans cette aventure, n'y était pour rien. Moi, j'ai beaucoup lu sur ce sujet, et les bricolages de Jox, de Mitterrand, enfin de Fabius, pour dire, bon, on arrête absolument. Et d'un seul coup, c'était la Shoah, c'était Nuit et brouillard sur toutes les chaînes, etc., etc. Et bien là, on a la même chose. C'est-à-dire, on utilise Marine Le Pen comme une espèce d'épouvantail. Donc pendant très longtemps, on lui montre ses chats, elle est gentille, elle est sympathique, on l'invite à la télévision, elle parle, et puis quand elle est au deuxième tour, on dit attention, Oradour-sur-Glane, Das Reich, la Shoah, c'est reparti. C'est là où on va visiter le mémorial juif, etc. Voilà. Ouais. Macron est élu au premier tour, il le sait puisqu'il a fêté sa réélection, son élection dans un café célèbre de Paris. Nonobstant, il va tout de même à Oradour-sur-Glane dans les 15 jours qui séparent le premier du second tour, et puis il s'en va au musée mémorial de la Shoah. Moi, je bénis aujourd'hui Arnaud et Serge Klarsfeld dès que je le peux, parce que ils ne souscrivent pas à cette instrumentalisation de la Shoah. Et si on attend à instrumentaliser la Shoah, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui on ait autant d'antisémitisme, et on ait cet antisémitisme surtout à gauche. Donc là, d'un seul coup, il faut se défaire de cette femme qui finalement est allée aux portes du pouvoir, ou se trouve aux portes du pouvoir. Oui, elle arrive aux portes du pouvoir, elle fait 37% dans les sondages, enfin 37 points. Et alors justement, au-delà de ça, est-ce que et concomitant à ça, on a l'impression, en fait, tout se passe comme si, on peut parler d'Ursula von der Leyen et de l'Union européenne, évidemment, fille naturelle de Maastricht et autres, mais on a l'impression, c'est vrai, en tout cas, quand on regarde que les élections, attendez, là, c'est la même chose, c'est nous qui allons choisir non pas vos candidats, mais votre président ou votre maître, etc. Regardez l'Angleterre, ce qui se passe, regardez l'Irlande, la Roumanie quand même, c'était... Et est-ce que c'est quelque chose, à votre avis, de concerté, sans parler, c'est pas un complot, mais une concertation en disant, écoutez, on est très malmené actuellement aux USA. Il faut bien voir que un certain état profond est quand même très malmené. Enfin, il y a l'audit, enfin, d'après ce que j'en sais, bon. Est-ce qu'aujourd'hui, à Bruxelles, il faut garder les valeurs, il faut être là? Est-ce que Bruxelles ne viendra pas le Londres de l'état profond comme Londres était en 1940? Oui, moi je pense qu'il y a un projet chez ces gens-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mésestimer leur nuisance, leur pouvoir et leur puissance. Il y a le projet d'un État total. Je crois que Attali n'a pas... C'est un vrai projet. Écoutez, Attali a écrit un livre qui s'appelle « Demain, qui gouvernera le monde ?» Sauf à faire de Jacques Attali un complotiste, un antisémite, ce qui n'a évidemment aucun sens. Il y a effectivement chez ces gens-là le projet d'un gouvernement planétaire. Donc l'Europe est pensée dans cette perspective-là. Et pour faire un gouvernement planétaire, il faut détruire les nations, il faut détruire les peuples. Et comme Marine Le Pen s'occupait des peuples et des nations, mais comme également Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan, enfin ces gens s'occupent des nations, je pense qu'un Henri Guénaud qui partirait au présidentiel aurait exactement les mêmes problèmes. C'est-à-dire tous ceux qui disent mais et vous oubliez le peuple, vous méprisez le peuple, sont des gens qui se prennent une gifle dans la figure. Moi, je ne suis pas interdit de service public depuis 7 ans, 8 ans, sans de bonnes raisons. Et donc, vous n'avez pas eu une seule apparition, on vous a jamais convoqué pour une interview, un entretien en service public depuis 7-8 ans sur le terrain politique, jamais. Alors, on a pu m'inviter, François-Régis Gaudry, par exemple, dans une émission gastronomique pour me demander de parler des huîtres normandes. Ça, on pourrait dire, mais vous êtes passé sur France Inter, de quoi vous plaignez-vous? Et Fabrice Drouel m'a consacré récemment une émission d'1 heure à charge, qui s'appelle, je ne sais même plus comment ça s'appelle, enfin, habituellement, il fait des émissions sur Landru ou sur des violeurs de haute volée, et là, j'étais comment s'appelle cette émission, enfin, peu importe. Mais quel honneur, on vous compare à Landru, c'est bien. Oui. Dans le donc, Fabrice Drouel s'appelle, je ne sais plus. Mais affaire sensible. Je suis une affaire sensible.
Et donc, on ne veut pas faire entendre cette parole souverainiste, pour aller vite. Et Marine Le Pen l'est modestement, en plus de ça. Ça n'est pas Dupont-Aignan, par exemple. Elle est en disant, attention, je suis propre sur moi, je me lave les ongles, etc. On touche pas l'euro, on touche pas l'Europe, on touche pas Schengen, etc., etc. Elle a montré des signes de soumission, de vassalisation qui sont quand même incroyables. Mais elle a laissé voter Ferrand au président du Conseil constitutionnel. Bien sûr. Ça, je l'ai dénoncé également en disant, c'est pas certain qu'on vous renverra l'ascenseur. Vous êtes un peu humilié, vous avez perdu un peu de crédit auprès des gens qui comprennent un peu comment fonctionne le système. Bon, probablement un jour l'ascenseur sera renvoyé. Alors là, on va voir, parce qu'il va y avoir effectivement un appel. Oui, un appel, oui. Mais l'appel, c'est l'occasion de calmer la populace. Alors ils vont faire peut-être un appel, on verra. Effectivement, si l'appel, si c'est résolu en 26 en sa faveur, elle peut se présenter. Mais ça, c'est autre chose, on le saura à ce moment-là. Hein. Je vois mal que ces gens-là puissent changer leur fusil d'épaule. Ils ont vraiment un fusil sur l'épaule, à l'épaule, et ils ont envie de faire ce qu'ils font depuis toujours, c'est-à-dire de couper les têtes des souverainistes ou des gens qui rappellent qu'un peuple existe et que ce peuple est méprisé. Alors justement, Michel Onfray, parlons un peu de l'Europe en général, de la France en particulier. On voit très très bien ce qui se passe. Encore une fois, on peut apprécier ou pas apprécier chez Trump et Musk et autres dans ce gouvernement des États-Unis. On voit ce qui se passe en Russie. On voit que franchement, la guerre d'Ukraine, ceux qui veulent la prolonger, ils savent que c'est plié, mais on la prolonge pour des motifs à la fois, je dirais, d'intérêt économique ou militaire assez, allez, je veux dire, visqueux, mais c'est une opinion personnelle ou pas, mais enfin, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe, vous savez, ils vont se réunir, Trump et Poutine, en Arabie Saoudite, d'ailleurs, comme par hasard, et l'Europe, elle ne sera aucun Européen à table. Ils seront au menu peut-être, mais en tout cas pas à table. Et qu'est-ce qui fait que l'Europe s'effondre et au-delà de ce qui s'est passé de Maastricht et compagnie, qu'il n'y ait plus, en tout cas cette Europe de l'Ouest, aucune volonté, aucun ressort? C'est un village Potemkin, l'Europe. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on nous présente ça comme une construction formidable qui empêchera les guerres, etc. Elle n'a rien empêché, cette Europe, depuis 92. Surtout pas les guerres. Il s'est passé des choses au Kosovo, il s'est passé des choses en Serbie, il s'est passé aujourd'hui des choses en Ukraine, du moins aux frontières de l'Europe. Et moi je dis qu'il y a un État maastrichtien, il s'agit de détruire les États nationaux pour fabriquer un État qui est l'État maastrichtien, avec son drapeau, avec sa devise, avec son hymne, avec sa monnaie, et que cet État maastrichtien, il n'est pas seulement un État nationaliste, c'est un État impérialiste. C'est-à-dire, il s'agit d'avancer les pièces en disant, allez hop, Estonie, Lituanie, etc., on avance sur l'Est. Et Poutine dit depuis très longtemps, n'avancez pas, s'il vous plaît, n'avancez pas. Et ce fait qu'on est dans un retour des impérialismes. Et il y a un impérialisme européiste avec un Macron qui se dit, mais moi dans 2 ans je suis plus président de la République française, qu'est-ce que je peux faire? Je pas encore 50 ans. Et lui il se dit, j'ai un rôle à jouer dans cette Europe. Donc il faut en prendre le leadership. Une bonne guerre, c'est formidable, je deviens un chef de guerre, il a déjà été réélu. Avec ce prétexte du chef de guerre, rappelez-vous, j'ai dit, moi, c'était en pleine Ukraine. Je m'occupe des affaires du monde, je ne vais pas m'occuper d'une réélection au présidentiel, je suis au-dessus de tout ça. Et il n'a pas fait campagne, il a été réélu. On s'est servi de l'Ukraine pour expliquer que Zemmour était un poutinien et que, etc., etc. Enfin, il y a toujours effectivement des campagnes médiatiques pour expliquer que il y a le bien et le mal. Le bien, c'est quand même l'Ukraine, le mal, c'est quand même Poutine et la Russie. Alors moi, je suis pas dans le bien et le mal, je suis dans la géopolitique et la géostratégie. Donc on n'est pas avec des histoires d'amis. C'était Churchill contre Hitler, hein. Voilà. Mais c'est vieux Hitler, hein, souvenez-vous, on a vu ça, vous et moi, sur les murs de Paris. Moi, j'avais vu ça un jour, je me suis dit, mais il y avait un portrait d'Hitler qui était assimilé à Saddam Hussein. On nous expliquait qu'Hitler, c'était Saddam Hussein. Enfin, l'inverse, Saddam Hussein, c'était Hitler. Et on a droit à ça en permanence. Oui, la réduction à Hitler-homme. On va en parler, et on va parler surtout de cette autre collaboration, votre plus récent bouquin aux éditions Plomb. À tout de suite. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. Et nous sommes évidemment plus que jamais avec Michel Onfray, philosophe, fondateur de la revue Front Populaire et auteur. C'est son 150e livre. Je le répète parce que franchement c'est rare et parce que ces livres sont intéressants. Et ces livres, vraiment, et je dis, il faut les lire. Pas seulement l'amitié, ça c'est surtout que il sort des sentiers battus et puis il sort de sa zone de confort. Et qu'est-ce qui est intéressant, je l'ai toujours dit, ce sont les hommes et les femmes qui sortent de leur zone de confort. Sinon, c'est trop facile. Alors, l'autre collaboration, c'est quoi cette autre collaboration, Michel Onfray?
C'est celle que signale Houellebecq dans Soumission. C'est-à-dire cette façon qu'ont les gens de se laisser avoir doucement, gentiment, tranquillement, et qui finalement collaborent avec une idéologie, à savoir l'islamisme, qui veut la fin de l'Occident, qui veut la disparition de la nation, et qui commence à ronger ici l'éducation nationale, là la recherche, ailleurs l'université, dans un autre endroit les médias, dans un autre endroit les maisons d'édition. On commence à interdire des livres, à interdire des auteurs, à fermer des chaînes de télévision, enfin, etc., etc. Et je dis, cet antisémitisme dont on nous a dit, ça c'est une mythologie, mais dont on nous a dit qu'il était consubstantiel à la droite, pendant que la gauche aurait été, elle, philosémite, je dis c'est une fiction. Mon travail, en fait, depuis le début, c'est un travail de démythologisation. Mythologie de Freud, mythologie des trois monothéismes, mythologie de Sade, etc., etc. Et là, je voudrais attaquer cette mythologie la gauche a toujours été du bon côté. Elle a quand même défendu le colonialisme, elle a quand même défendu les guerres révolutionnaires, elle a quand même défendu des régimes qui ont permis la mort de 100 millions, qui ont généré la mort de 100 millions de personnes, etc. Ouais. Et je voulais montrer que de Alain, le philosophe Alain, jusqu'à un autre Alain, le dernier, Alain Badiou, en passant par Sartre, Beauvoir, en passant par Foucault, Deleuze, en passant par Genet, terrible, en passant par Garaudy, Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoue-Labarthe, enfin tous ces gens qui sont du bon côté du manche philosophique, la gauche, l'humanisme, le progressisme, etc., sont tous des gens qui ont écrit des choses terribles en matière d'antisémitisme. Alors évidemment, Alain qui a connu la Première Guerre mondiale, qui a connu la guerre en disant plus jamais ça, qui a écrit Mars ou la guerre jugée, qui a écrit des volumes sur cette question de la guerre, des souvenirs sur la guerre, etc., on découvre qu'il est antisémite, mais qu'il l'était avant la guerre. Et qui nous dit pendant la guerre ou après la guerre, plus jamais ça, donc plutôt Monsieur Adolf Hitler que le général de Gaulle, dit-il dans son journal. Oui, avant on disait plutôt Hitler que le Front Populaire, là c'est plutôt Hitler que de Gaulle. Oui. Mais juste, Michel Onfray, je vous rappelle, et vous l'avez évidemment lu, ce livre capital de Simon Epstein, oui. Le paradoxe français. Oui. C'est-à-dire que c'est toujours passionnant de voir que ces gens qui en 1935, la LICRA, les Théophiles, le Parti communiste, etc., ont donné les collaborations. Déa, Doriot, jusqu'au Waffen-SS, la division Charlemagne. Bien sûr. Ouais. Rebatté commence même, il commence à gauche. Lucien Rebatté, qui est l'auteur des Décombres et l'auteur des Mémoires d'un fasciste. Donc, la Chambre du Front Populaire vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Ils sont quelques-uns à s'y opposer, mais globalement, donc il y a un antisémitisme contre Blum, il y a un antisémitisme de Jaurès, des pages terribles de Jean Jaurès. Et puis, je dis, c'est comme ça depuis la naissance du progressisme, disons, la philosophie des Lumières. Vous avez Voltaire, vous avez Sade, vous avez D'Holbach, vous avez Helvétius, enfin, tous ces gens qui sont des grandes consciences de la gauche. Les fameuses Lumières, ce sont des gens qui sont antisémites. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'il avait à l'époque un antisémitisme d'atmosphère, je dis pas ça pour excuser, mais pour expliquer, presque peu ou prou, tous ceux qui n'étaient pas juifs étaient antisémites. Je parle de l'époque. Alors moi, j'aime pas l'expression antisémitisme d'atmosphère. C'est un petit peu comme vous avez des parfums d'atmosphère. C'est pas. Non, je pensais au djihadisme d'atmosphère. Oui, mais j'aime pas non plus ça, parce que c'est en gros atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Mais quand on tue des gens, quand on égorge des gens, c'est pas de l'atmosphère. Il y a un antisémitisme véritable. Vous pouvez pas sortir avec une kippa aujourd'hui en France. Vous vous faites agresser quand vous êtes un rabbin. Vous avez des enfants qui dans des écoles sont agressés parce qu'ils sont juifs ou ils ont un patronyme supposé juif ou ce genre de choses. C'est plus de l'atmosphère, là, pour le coup. On est dans un antisémitisme réel, concret, qui fait verser le sang, qui suppose des coups, etc. Et je dis, il y a une espèce de complaisance de la gauche, au nom des bons sentiments, bien sûr. C'est-à-dire, quand elle est antisémite, la gauche, elle le fait au nom des bons sentiments. J'ai oublié le nom du type qui, dans Le Monde, avait signé une pétition, pas une pétition, mais une tribune en disant qu'il y avait un bon antisémitisme, celui qui permettait le triomphe du progressisme, et un mauvais, celui qui était conservateur. On rêve, quoi. C'est-à-dire, il y a de bonnes raisons d'envoyer des gens dans des camps de concentration. Il y a les bons antisémites et les mauvais antisémites. Et il y a toujours une complaisance de la gauche qui nous dit je reste de gauche, moi. Les gens disent, il est passé à l'extrême droite, mais ma gauche, c'est celle de Camus, c'est celle d'Orwell. C'est celle des gens qui ont dénoncé tout ça en leur temps. Et il faut continuer à le dénoncer aujourd'hui. Je rappelle, pour ceux qui n'auraient lu de La Peste que le titre, que quand on a lu le livre de Camus, sur la fin, il dit « D'accord, c'est fini, mais ça reste toujours dans des coins, la peste, la saloperie est là, dans les chiffons, dans les tissus, ventre etc. est encore fécond. » C'est absolument ça. De la Bêtise-Monde de Brecht. Oui. C'est ça. Et lui, il nous dit « Il faut pas grand-chose ». D'ailleurs, à l'époque, on le lui avait reproché, Barthes en tête,
qui lui avait dit, mais enfin, votre texte n'est pas assez anti-nazi. Et il associe l'Union soviétique, c'est quand même pas exactement la même chose. Mais au-delà de l'URSS et du nazisme, Camus, il pensait à tous les totalitarismes possibles. C'est-à-dire qu'il a déjà pensé notre époque, Camus. Quand il nous dit, faites attention, la peste est susceptible de revenir, elle est revenue. Donc c'est moins un antisémitisme d'atmosphère aujourd'hui que le retour des rats qui portent la peste. On va en parler, parce que les rats sont globalistes aujourd'hui aussi, en quelque part, avec les grands mouvements. On va en parler juste après cette petite pause de Michel Onfray. On se retrouve 0826 300 300 pour ceux qui veulent nous appeler, et à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Michel Onfray, toujours avec nous, philosophe, fondateur de la revue Front Populaire, et l'autre collaboration. Alors je voudrais un peu qu'on avance là-dessus, Michel Onfray, à propos de ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, que ce soit l'islamisme ou autre, ou les gens de Maastricht, pour tout à fait d'autres raisons, ce sont des globalistes, ce sont des gens qui abolissent les frontières. L'islamisme parce que le monde doit régner, enfin l'islamisme doit régner, la charia doivent régner. Les autres, c'est le nouvel ordre mondial. Effectivement, pas de frontières, j'allais presque dire, provocateur évidemment, Soros, Saïd El-Koutoub, même combat. Oui, il y a un désir universaliste, y compris chez les trotskistes. Ou chez les maoïstes, dans cette gauche, même chez les communistes. Enfin, il s'agit de faire une espèce de révolution planétaire, universelle. On peut pas faire la révolution dans un seul pays. Enfin, c'est ce qui séparait Lénine de Trotsky. Et ces trotskistes, ils sont devenus aujourd'hui maastrichtiens, beaucoup. Regardez, trotskistes ou maoïstes. Enfin, je songe à Daniel Cohn-Bendit ou à d'autres. Tous les trotskistes qui sont recyclés aujourd'hui dans les médias, dans la presse, Libération, on les retrouve tous partout, là, dans le cinéma, dans la production. Sont tous des gens qui veulent effectivement un gouvernement planétaire. Je parlais tout à l'heure de Jacques Attali. Ils veulent effectivement l'empire. Mais l'empire des empires, c'est-à-dire le dernier des empires. Oui, c'est ça. L'empire qui abolit tous les autres empires, ou nationalistes, ou pays, etc. Détruire les nations au profit de l'impérialisme. Moi, je dis depuis très longtemps que c'est pas le nationalisme qui revient, mais c'est l'impérialisme. Et que la guerre 14-18 ne s'est pas faite entre des nations, mais entre des empires, je le rappelle. C'est pas l'Alsace-Lorraine, le conflit, le prétexte de ce premier conflit mondial. C'est effectivement la possibilité de disposer des matières premières. Parce qu'il y a eu la révolution industrielle en Angleterre et qu'il faut fonctionner au charbon. Donc si vous avez le charbon, voilà, ensuite ce sera le pétrole. Aujourd'hui, ce sont les métaux rares. Les terres rares, absolument. D'ailleurs, on l'a bien vu avec Trump et Poutine, Zelensky. Il dit, nous, ce qu'on veut, c'est, vous nous garantissez les terres rares. Ce qu'on dit peu aux gens, c'est que, parce qu'on dit, terres rares, métaux rares, c'est quoi? En fait, ce sont des conducteurs qui sont plus rapides que d'autres. Ce sont des métaux qui permettent la circulation des informations ou d'électricité. Le portable, etc., etc. Mais surtout les missiles. Les missiles, oui. C'est-à-dire que si vous gagnez quelques nanosecondes sur votre voisin, vous l'avez tué. C'est tout, vous balancez votre bombe atomique, elle arrive plus tôt que celle de l'autre. Donc, et actuellement, la Chine dispose du monopole de ces terres rares. La Russie aussi, là. Et alors, eux, ils ne disent rien, ils y travaillent, on ne sait pas exactement, mais la Chine s'y est mise en détruisant, en ravageant tous les sous-sols d'Afrique, en construisant des ports, en construisant des aéroports, et on ne sait pas pourquoi, en construisant des routes, justement, pour aller chercher ces minerais qui permettent de disposer d'une suprématie militaire, c'est-à-dire la conquête du monde. C'est tout ce qui se joue, là, avec les métaux rares. Sauf que, est-ce que vous croyez que les Chinois, qui n'ont jamais conquis de leur vie, enfin, ils ont un territoire assez grand, est-ce que le problème n'est pas aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est le monde multipolaire avec coexistence d'empires qui ne regarderont évidemment que leurs intérêts. Mais il y a plusieurs empires qui sont en train d'émerger actuellement. Ah non, je pense que ce sont des crocodiles dans un même marigot, c'est-à-dire que les impérialistes, que ce soit l'européisme, que ce soit Poutine, que ce soit Trump, ou que ce soit la Chine, ou que ce soit l'Iran, ce sont des impérialismes qui veulent détruire les autres impérialismes, qui veulent être... Vous pensez qu'ils ne veulent pas coexister? Ils vont coexister tant que ça leur sera utile. Ouais. C'est-à-dire, si Poutine veut effondrer l'Europe, il va s'allier avec la Chine. Mais les techniques ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que la Chine ne fait pas d'autres guerres que des guerres économiques.
C'est-à-dire votre t-shirt ou mon pull ont été probablement fabriqués chez eux. Et puis nos téléphones, et puis etc. Donc, il faut relire Sun Tzu, un texte qui a 1000 ans plus ou moins, parce que ça a été rebricolé, refait, etc. Et dans l'art de la guerre, il dit la guerre qui est la meilleure, celle qu'on gagne, c'est celle qu'on gagne sans l'avoir menée. Et de fait, ils ont l'arsenal nucléaire, ils ont des sous-marins atomiques, ils ont probablement même des armes assez sidérantes si on les découvrait, parce qu'ils ne sont pas du genre à aller à la télévision pour tout raconter, au contraire de Macron. Et donc, eux, ils veulent simplement disposer de l'esprit de l'âme ou du consumérisme planétaire. Avoir la conscience de leur puissance, pas spécialement pour s'en servir, mais voilà. Ils méprisent l'Occident. Je pense que, mais tout le monde méprise l'Occident, y compris les européistes. Macron méprise l'Occident, mais il méprise la France. Il n'y a pas de culture française. Ben voilà, il n'y a pas de culture française. Nous n'avons été que des génocidaires. Voilà pourquoi il aime tant Tebboune, qui lui déteste l'Occident, lui aussi. Et il dit mais vous avez tellement raison, dit Macron. Vous pensez juste ce qui se passe avec Boualem Sansal, c'est encore une fois un signal. Mais un jour, quand on écrira l'histoire de l'effondrement de l'Europe, il y aura un chapitre consacré à notre cher Boualem. Il est un otage. Il est un otage, comme nous avons eu des otages franco-israéliens pour lesquels nous n'avons rien fait. Macron était en train de dire une chose, puis après son contraire, on le connaît bien. Il défendait Israël, puis après ça il disait mais je vais quand même aller voir Mahmoud Abbas, et puis de dire à Mahmoud Abbas mais vous n'avez pas tort sur tout, vous avez même raison sur beaucoup de choses, etc. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on jouait comme type de carte? On se fâche avec tout le monde, on est brouillé avec tout le monde. Il s'est fâché Macron, c'est-à-dire qu'il a fâché la France avec l'Algérie, avec le Maroc, et là on a des otages. Et il dit mais il faut apaiser. Vous avez Retailleau qui est là et une partie des Français qui disent mais non mais haussons le ton. Et lui intervient en disant mais ça relève de moi et moi je ne veux pas hausser le ton. Et Tebboune dit formidable, bravo, merci, vous êtes dans la dimitude. Oui. La dimitude c'est le statut que les musulmans réservent aux non-musulmans et qui est un statut de vassalisation, qui suppose la vassalisation. Mais c'est quand même très étonnant que des gens ils sont pas tous complètement avec un neurone qui se bat avec le dernier neurone avant le dernier. Vous vous rappelez Macron qui a dit qui recadrait Retailleau et Darmanin en disant c'est moi le président de la République, c'est moi qui décide des rapports avec l'Algérie et de la révision des traités. Mais quand on arrive à ce stade, c'est quand même... Moi, ce qui me frappe, c'est quand même, et on revient à ça, à l'histoire de la passivité. Ce cynisme développé, montré, franchisé, exhibé, je dirais, plutôt, on a l'impression que... Je dirais pas que tout le monde s'en fout, mais voilà, tout s'est accueilli, voilà, avec quelques voix, dont la vôtre, dont d'autres, enfin, il y en a plusieurs qui réagissent, mais sur le fond, est-ce que les gens se disent pas, mais écoutez, ça changera rien? Qu'est-ce que c'est le signe de cette passivité, de cette servitude volontaire? Vous avez eu les bonnets rouges, vous avez eu les gilets jaunes, vous avez eu les paysans, vous avez eu plein de gens qui sont descendus dans la rue et on leur a arraché un œil, arraché une main, et on leur a envoyé les blindés. Je rappelle quand même qu'on a envoyé les blindés contre les paysans français. Ce qu'on n'en voit pas, les blindés contre la famille Traoré quand ils manifestent alors qu'on n'a pas le droit de sortir pendant le Covid. Je pense que les gens ont compris qu'ils disposaient, Macron, du monopole de la contrainte légale, pour utiliser le vocabulaire de Max Weber, et que de toute façon, s'il descendait dans la rue, il s'en prendrait plein la figure. Alors, d'autres pourraient agir, et qui seraient par exemple Retailleau, ou qui serait François Bayrou, qui pourrait dire, écoutez, on n'est pas là pour faire votre politique, puisque finalement, vous êtes la reine d'Angleterre, monsieur Macron, et nous, on est le gouvernement. Je vous rappelle que vous avez perdu les élections. Je vous rappelle que nous sommes là théoriquement... Sauf qu'on est en régime présidentiel, Michel Onfray. Non, on est dans la Ve République. Normalement, dans la Ve République, le chef de l'État obéit au peuple. Et là, c'est le peuple qui obéit au chef. Donc on n'est plus dans la Ve République. On est dans une 4e République qui fait que Bayrou dit « mais moi je veux durer le plus longtemps possible ». Parce que Bayrou dirait « excusez, mais et monsieur Retailleau et moi-même et la France veulent autre chose, donc on obéit au peuple ». Mais sinon on s'en va. D'ailleurs, ils pourraient déjà s'en aller. Eh bien voilà. Or, ils ne partiront pas. Ils font carrière. Lui, il veut sur son CV qu'on puisse ajouter un nombre de mois, voire d'années, et qui lui permettront de dire « j'ai été Premier ministre plus longtemps que machin bidule lointel ». La France, il en a rien à faire. Marine Le Pen est interdite d'élection présidentielle, et d'un seul coup, François Bayrou dit on ne touche pas à la question du voile, c'était prévu, mais comme elle ne peut plus peser dans l'Assemblée nationale, finalement, je change d'avis, etc. C'est de la petite politique politicienne de la 4e République. Donc les gens se disent, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a un chef d'État qui se moque de nous, on a des gens qui font carrière et qui se disent, moi j'ai en perspective aussi bien monsieur Retailleau que monsieur Bayrou la présidentielle. Je présume que les deux y songent et qu'ils songent aussi. Pas seulement en se rasant. Mais oui, je pense que c'est en permanence et que c'est problématique parce que les Français se disent, mais quand on descend dans la rue,
on se fait molester, et quand on vote pour des gens, ils nous trahissent. Donc oui, nous sommes dans une situation pré-révolutionnaire parce qu'il faut peu de choses pour que cette poudre répandue puisse un jour exploser. Alors justement, là, c'est peut-être le fond, et vous en avez suffisamment parlé, Michel Onfray. Est-ce qu'on est en situation pré-révolutionnaire, ou comme d'habitude, on dit, oh là, ça peut pas durer comme ça. Vous savez, la sagesse de Paul, je dirais pas le cliché, mais enfin, quelque part, ça peut pas durer comme ça. À un moment donné, il faut que ça pète, ça va péter, etc. Sauf que non, ça pète pas. Si, parce que quand vous faites de l'histoire avec le souci de la longue durée, vous regardez par exemple la Révolution française, elle surgit parce que les jacqueries ont été matées. Et elles ont existé, les jacqueries, il y en a eu beaucoup. C'est-à-dire que des nu-pieds, en passant par tous les gens qui se sont manifestés pendant 2 siècles avant la Révolution française et qui ont été massacrés, qui ont été tapés. Quand on a le pouvoir royal absolutiste, on a les parlements qui veulent se manifester, c'est-à-dire en gros un tiers-état qui dit mais ne nous oubliez pas. Et il n'y a pas que l'aristocratie et la noblesse. C'est-à-dire qu'on peut mater les jacqueries, mais il y a un moment donné où, quand les jacqueries ont été suffisamment matées, c'est la révolution qui apparaît. Je ne suis pas révolutionnaire, hein, je ne défends pas ce qui est advenu en 1789, que je ne sépare pas de 1793, parce qu'on commence par couper la tête du gouverneur de la Bastille, en mettant du foin dans la bouche et en mettant ça au bout d'une pique, et puis voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas une bonne révolution, puis une mauvaise révolution. Non, si nous avons des Deloglu ou des Ercilia Soudé ou des Jean-Luc Mélenchon qui prennent l'initiative dans un cas révolutionnaire, vous imaginez bien que ça se fera pas dans la gentillesse et dans la démocratie. C'est clair. Mais justement, de ce point de vue-là, quelque chose se passe qui est que si effectivement il y a je dirais une résignation, une fausse résignation, mais vous savez très bien que ce qui va jouer, c'est dans l'économie. Est-ce que, alors on va pas faire l'énumération, la dette qu'on a, le quoi qu'il en coûte, les milliards donnés à telle et telle, l'aide française au développement, avec les millions distribués à la Chine, hein, je veux dire pour aider à la Chine au développement, etc., etc. Là, on a l'impression, la santé, les hôpitaux, etc. On voit très très bien ce qui se passe. Et puis aujourd'hui, allez, on attaque la classe moyenne et on y va, hein, avec le bas de laine. Aujourd'hui, on va le percer autant que faire se peut. Est-ce que ça va faire bouger ? Est-ce que c'est pas l'économie, au fond, qui va... Alors écoutez, moi je suis pas économiste, je suis pas juriste, mais je sais qu'il y a une loi Sapin qui rend possible la confiscation de fortune pour des raisons majeures. Il faudrait que j'aille mettre le nez un peu plus dans cette histoire, mais je me suis dit à une époque... c'est quand même sidérant qu'une loi comme celle-ci ait été passée, qui permet de dire bon ben là on a besoin d'argent, on va aller en chercher là où il y en a, c'est-à-dire si vous avez une deuxième maison, si vous avez un peu d'économie, ça va appartenir à l'État. J'imagine qu'un Macron qui veut faire sa guerre en Ukraine, à un moment donné, il va pouvoir aller voir de ce côté-là en disant mais bon, ils ont commencé avec l'emprunt, pas l'emprunt ou un emprunt investissement financier. Les gens ont du mal à manger. Les Français moyens, ils ont du mal à manger, ils sautent des repas parfois, ils ne vont pas en vacances. Ils peuvent pas payer d'études à leurs enfants. Certains dorment dans des voitures alors qu'ils travaillent. Et vous pensez qu'ils vont donner 250 € pour soutenir l'effort de guerre d'un Macron qui voudrait... 250 € qui ne sont plus garantis. Hein. On dira, vous donnez 300 €. Mais là, on a parlé de ça il y a 3 jours. C'est pour ça que j'en parle. On donne 300 €. Vous savez, c'est pas un emprunt d'ailleurs. C'est un autre terme. Mais aucune garantie. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et ça ne marchera pas. Et qu'est-ce que vous voulez faire quand souvenez-vous des Russes, quand ils se sont retrouvés avec des bouts de papier, on leur a dit vous aviez une fortune. L'emprunt russe. Ben voilà, l'emprunt russe, c'est maintenant, vous aviez une valeur fiduciaire, ça veut dire ça, ça veut dire qu'on a la foi. Donc une trace fiduciaire, c'est une trace dans laquelle on a la foi. Si vous n'avez plus la foi, si vous voulez utiliser la monnaie des années 50, l'ancien franc pour aller dans un commerce, personne ne va vous dire je les prends. Si quelqu'un vous dit je les prends, il a la foi, ça marche, ça va pouvoir fonctionner, ça s'appelle les crypto-monnaies. Mais simplement, je crois que les crypto-monnaies pourront un jour prendre le dessus sur les monnaies nationales quand elles se seront totalement effondrées. C'est ce qu'oublient ces gens-là, la formidable puissance des crypto-monnaies qui échappe aux États. Alors, je ne veux pas dire que c'est formidable non plus, hein. C'est pas forcément une monnaie très éthique. Mais ça, mis à part, Macron joue avec le feu. Je vous dis, je continue la métaphore de la poudre qui est partout répandue, et lui continue à jouer avec le feu. Il ne protège pas la nation. Il ne protège pas le peuple. Il ne protège pas la France. Il ne protège pas les Français. Pire, il les expose. Parce que si vous voulez faire les gros bras avec une puissance nucléaire comme la Russie, en disant maintenant on va augmenter la co-belligérance, parce que cette façon de dire on n'est pas co-belligérant, vous rigolez, on file des canons, on file des avions. Vous savez qu'il y avait des tas d'officiers de l'OTAN, dont des Français, ont été bombardés à Krivoï-Rog il n'y a pas très longtemps, on le sait. J'ai eu un entretien avec Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma. Il disait, vous savez, il y a au moins, et c'est lui qui le dit, donc
je ne l'affirme pas, je ne le confirme pas, mais il disait, vous savez, il y a beaucoup de Français qui sont morts, mais on vous le cache parce qu'ils étaient là, à Odessa ou ailleurs. Bien sûr qu'il faut cacher ça, parce que là, pour le coup, c'est la preuve de notre engagement aux côtés de l'Ukraine contre Poutine. D'ailleurs, Poutine, il peut mourir, ce que les gens oublient, mais Poutine, il peut mourir et être remplacé par un plus radical que lui. Il y en a des staliniens de stricte obédience qui disent, mais on y va, on a une bombe atomique et on peut y aller. Donc, faut pas non plus imaginer que Poutine est éternel, et il faut savoir qu'il y a des gens derrière lui qui sont des ultras, qui pourraient, pour le coup, dire la France, on va n'en faire qu'une bouchée, et puis l'Europe, ce sera exactement la même chose. Donc, on ne joue pas avec le feu, on a de la prudence quand on est un chef d'État. Je rappelle que le général de Gaulle manifestait de la prudence en se disant, mais quand on... voilà. Il a fait la puissance nucléaire de la France, pour mais il n'était pas... Et quand rappelez-vous, quand Khrouchtchev a envoyé ces situations comme maintenant, 62 des missiles soviétiques à Cuba, eh bien, de Gaulle a pris position pour Kennedy. Il a dit, attendez, il faut que Khrouchtchev retire immédiatement ses missiles, sinon c'était la guerre mondiale, effectivement, c'est le bombardement de Berlin. Donc, et des missiles sur Cuba, ça ne vous rappelle rien, à vous, André, je sais que si, mais je parle à nos auditeurs, mais des missiles américains pointés à partir de l'Ukraine en direction de la Russie, évidemment que... 12 bases à la frontière. Ben voilà, il y a une jurisprudence qui s'appelle la baie des cochons, et voilà, ça explique un peu la géopolitique aujourd'hui, mais pour ça, il faut aller chercher des informations ailleurs, parce que la presse est aujourd'hui aux ordres du discours. Alors, on va en parler, on va parler de la liberté de la presse, des écrivains et du climat intellectuel dans notre cher et vieux pays, parce qu'il y a de quoi dire aussi. À tout de suite, après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio, 14h, André Berkoff. Et toujours avec Michel Onfray, et heureusement, philosophe, fondateur de la revue Front Populaire, auteur de l'autre collaboration, édition Plomb. Alors justement, parlons un tout petit peu de cet univers médiatico-intellectuel dans lequel on vit aujourd'hui, et c'est très intéressant parce que avec cette extraordinaire, c'est vrai, actualité que l'on a, mondiale, planétaire, nationale, européenne, et à tout niveau. On a vu ce qui s'est passé, je le rappelle, Michel Onfray, parce que c'est quand même très parlant. Une des choses, moi, qui m'a le plus frappé, vraiment, dans ce qui se passe, c'est quand il y a eu au Parlement européen, il y a eu un amendement qui demandait à avoir la transparence des contrats signé par l'Union européenne d'Ursula von der Leyen avec Pfizer, surtout le laboratoire Pfizer et puis les autres Big Pharma. Donc il demandait simplement, qui est vraiment quelque chose par du bon sens, qui n'a rien à voir de droite, gauche ou autre, la teneur des contrats, que je vous rappelle jusqu'ici, les contrats avec l'Union européenne sont absolument tenus secrets. Bien. Et ils ont demandé cela en disant, voilà, nous voulons maintenant la transparence de tous les alinéas, de savoir des contrats européens. 2/3 des députés européens du Parlement européen ont voté contre la transparence. Je voudrais savoir, qu'est-ce que ça dit, ça? Au moins, qui ne veut pas la transparence pour des contrats? Parce qu'ils obéissent à la même idéologie. Donc il s'agit de ne pas embêter ceux qui nous financent, ceux qui les financent. Je dirais, quand nous, c'est un pluriel de majesté pour ces gens-là, hein, pas moi. Mais c'est une idéologie, et de fait, il y a des groupes, il y a des gens qui ont de l'argent. Pfizer, je lisais l'autre jour un livre qui est une histoire des États-Unis à partir de leur tropisme colonialiste, et Pfizer fait partie de ceux qui, à une époque, salopaient les aliments en mettant des conservateurs qui étaient utilisés pour conserver les cadavres, pour momifier les cadavres. Donc on se dit, ils ont payé des milliards d'amendes, il faut se rappeler, des dizaines de milliards d'amendes de dollars. La tabagie, l'alcool, enfin bon, tous ces gens, il y a des lobbies extrêmement puissants du complexe militaro-industriel qui ne connaissent pas les frontières et qui veulent effectivement fonctionner avec des gens qui font beaucoup, beaucoup d'argent au détriment de la morale, au détriment de la santé des gens, évidemment. Et évidemment, on leur renvoie l'ascenseur. Il s'agit pour l'Union européenne de renvoyer l'ascenseur à des gens qui sont dans les logiques de Soros, c'est-à-dire un impérialisme planétaire du marché. Et qui est répandu aussi dans les médias, dans les journaux, d'ailleurs que ce soit en France ou aux États-Unis. Hein. Qu'est-ce qui fait que les médias dits mainstream, enfin des médias, disons, institutionnels, n'arrivent pas à dépasser cela? Alors, est-ce que c'est aussi la puissance du dollar ou de l'euro
Non, les médias français, ils sont tous dans la même idéologie. C'est-à-dire quel média nous dit in fine au deuxième tour des présidentielles qu'il ne faut pas voter pour un candidat maastrichtien. Tous le disent. Du Figaro à l'Humanité, y compris Mélenchon, en passant par les libéraux, les centristes, etc. Ils finissent tous par nous dire Macron est génial, ou alors Marine Le Pen est une fasciste, il ne faut pas voter pour Macron mais contre Marine Le Pen, et globalement ils se trouvent réélus, ces gens-là. Et c'est la même presse. C'est-à-dire nous, à Front Populaire, on vit sans publicité, parce qu'on n'en aurait pas, je présume. On vit sans aide gouvernementale, parce que je présume qu'on n'en aurait pas non plus, on n'a pas demandé. Et on peut donc écrire ces choses-là librement. Vous ne le pouvez pas quand les annonceurs vous font savoir que si vous tenez ce genre de propos, vous allez être viré. Moi, je ne vais pas donner des secrets qui m'ont été donnés par des patrons de presse, mais à qui j'avais fait savoir dans tel journal qu'un papier, comme je l'avais lu, avait été quand même très étonnant de ma part. J'avais eu l'impression de lire Libération, et on m'a dit, bah oui, mais enfin, il y a une société des journalistes, la CGT, il faut leur donner des comptes, il y a des gens qui sont des actionnaires, il y a des gens qui font de la publicité, s'ils nous retirent la publicité, notre journal n'existe plus, etc., etc. Donc, évidemment, le contenu idéologique est en relation avec les gens qui financent cette presse-là. Pourquoi est-ce que il y a autant de gens qui perdent de l'argent avec la presse, si ce n'est parce que effectivement c'est un moyen pour eux de faire avancer l'idéologie dominante. Ceux qui résistent véritablement, c'est pas facile, hein. Alors ceux qui résistent véritablement, c'est intéressant, ce sont aussi quelques milliardaires, mais qui sortent de leur zone de confort. Je vous raconte aussi cette anecdote, vous allez me dire, je prends encore un exemple américain, mais c'est très intéressant. Quand Elon Musk a racheté Twitter, X en l'occurrence, il a perdu dans les 3 premiers mois 2 milliards de dollars. Disney a retiré sa publicité, etc. Et il y avait un très grand salon, alors avec énormément de médias, enfin tout le monde était là, et on dit à Elon Musk, mais dites-moi comment vous allez résister, vous avez perdu 2 milliards en un mois. Et il dit, vous voulez me dire que quoi? Il dit que faut que je cède aux annonceurs. Et il dit, écoutez, comment vous allez faire? Il dit, écoutez, pour ceux qui veulent partir, qu'ils partent. Et j'en pleurais pas une. Il dit, fuck you, comme on dit en américain. Sauf que lui, il peut le dire parce qu'il a 400 milliards de dollars, enfin en tout cas avec SpaceX, qu'il a battu lui-même, hein, c'est pas un héritier, c'est pas etc. Est-ce qu'au fond, on est aujourd'hui dans un système où ne peuvent résister, en tout cas aider à résister, que des mécènes ou des gens qui ont suffisamment d'argent pour résister à cette pression-là? Oui, et on voit apparaître des individus qui, eux, prennent des risques en disant mais il faut qu'un discours alternatif existe, même s'il est minoritaire. Tout ce qu'on appelle la bolosphère, enfin, quand Bolloré investit dans des maisons d'édition, tout le monde trouve ça inadmissible, dans des médias, tout le monde trouve ça inadmissible, on ferme C8, etc., etc. On dit juste mais je croyais que vous étiez pour la tolérance, la liberté d'expression, la possibilité de débattre, etc. Mais pas du tout, fachosphère, etc. Vous rigolez ou quoi? Donc regardez comment les médias dominants attaquent les médias, pour le coup, minoritaires. Simplement, ils sont minoritaires. Oui, des journalistes disent, ils disent, il faudrait pas qu'ils existent. Oui. Ils existent. Oui. Ils accusent, oui. Avec cet étrange paradoxe, enfin, ça n'est étrange que pour ceux qui n'y réfléchissent pas, mais que les minoritaires sont majoritaires dans le système public, enfin, à France Inter ou je ne sais quoi, mais les minoritaires sont majoritaires dans la population. C'est-à-dire que quand vous regardez, quand CNews fait des sondages, finalement, on voit bien ce que pense la France. Sur la question de l'immigration, sur la question des rapports avec l'Algérie, sur la question de l'école, de l'éducation, sur la question, enfin, toutes ces choses-là. Mais on se dit, heureusement qu'il existe des médias minoritaires d'un point de vue des parts d'audience. Évidemment, quand vous avez une radio qui est nationale et qui est sans publicité et qui, etc., qui est subventionnée à plein pot, 100%, c'est beaucoup plus facile de vivre quand vous avez des obligations de résultats, parce qu'en fin de mois ou en fin d'année, vous avez un bilan financier et qu'il doit être au moins à l'équilibre. Alors on peut accepter de perdre, mais simplement, qu'est-ce que c'est que cette idéologie qui consiste à dire pas de liberté pour les ennemis de la liberté? Oui. C'est l'idéologie jacobine qui, elle, débouche sur la loi sur les suspects, sur le tribunal révolutionnaire, sur la guillotine, etc. Nous y sommes. Les Saint-Just d'arrondissement. Oui, mais moi je dis depuis très longtemps, méfiez-vous de Mélenchon, on ne fait pas l'éloge de Robespierre impunément. Voilà quelqu'un qui depuis 30 ans nous fait l'éloge de ce personnage. Dans la Révolution française, on peut en choisir plein. Moi, mon héroïne, c'est Charlotte Corday. Mais lui, il choisit Robespierre, comme par hasard. La tueuse de Marat. Oui, non, elle pratique le tyrannicide des Romains en disant, pour en finir avec le tyrannicide, on en finit avec le tyran. Elle s'est juste trompée d'ennemi. C'est-à-dire que c'était pas lui qu'il fallait tuer. Le jour où il y a Thermidor, tout s'arrête. Et Thermidor, c'est la décapitation de Robespierre, comme chacun sait. On va essayer de ne pas nous
ni nous faire décapiter, ni décapiter les autres. C'est pas notre formule, Michel Onfray. Merci d'être venu. Et merci en tout cas. Je rappelle votre plus récent livre. Lisez-le. Il y a l'autre collaboration et c'est vraiment un problème, la collaboration, chez nous, depuis longtemps. La soumission, dit Houellebecq. La soumission, absolument.